sont trois à avoir eu l'idée en fait. On a d'abord Henri Langlois-Vallofem, c'est le responsable de la commission sportive du RACB. Un jour, il se trouve à la terrasse de l'hôtel des Bruyères parce qu'il cherche un circuit pour réorganiser les premières courses en Belgique après la guerre. Et il rencontre deux personnages. Il y a le bourgmestre de Spa, Joseph de Craouet, qui lui voit très bien l'intérêt que ça peut avoir pour les hôtels de la ville de Spa. Et on a Jules de Thiers, qui est un des patrons du journal La Meuse, qui lui voit très bien l'intérêt que ça peut avoir pour son journal, pour vendre plus de papier quand il y a des courses. Et donc ce sont ces trois personnages-là qui ont pris leur voiture et qui ont parcouru les routes de l'époque. C'est des routes qu'ils n'auraient pas pu parcourir avant la guerre, puisqu'une partie du circuit de Francorchamps, du côté de Malmedy, était en territoire prussien jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi le paysage qui était très joli et la piste qui était accidentée, donc des côtes qui étaient quand même assez importantes, des courbes en lacets à l'origine, puisque le virage de l'ancienne douane était une épingle à cheveux et le virage de Stavelot également. Donc c'était très important de mettre à l'épreuve les mécaniques, parce qu'à l'époque les véhicules n'étaient pas aboutis comme maintenant. Et donc on devait éprouver tous les systèmes de freinage, moteur, suspension, châssis. Et les 24 heures ont été créées pour tout ce qui est système d'éclairage. Et ça, c'était le banc d'essai suprême. Si on se reporte aux années 20 et aux années 30, avant la guerre, il faut se rendre compte que le progrès technique à l'époque pour l'automobile, c'était la vitesse. Il fallait aller de plus en plus vite. Et la course devait anticiper cette tendance-là. Et donc, pour que les courses soient spectaculaires, pour que le public y vienne, il fallait leur annoncer qu'on allait aller plus vite que l'année précédente. Il y avait le progrès des voitures, mais il y avait aussi le progrès du circuit. Et le meilleur exemple, c'est la création du raidillon, puisque jusqu'en 1938, les voitures devaient franchir une épingle à cheveux assez serrée au niveau de l'ancienne douane, et puis remonter, mais avec les moteurs de l'époque, c'était pas très rapide, très spectaculaire, remonter vers les combes. Et en 1939, et d'ailleurs avec l'argent d'une prime d'assurance qu'ils avaient touchée en 1938, le RACB a acheté un morceau de terrain sur lequel ils ont construit à leurs frais, c'était la seule partie privée quelque part du circuit, où ils ont construit le raidillon qui allait évidemment augmenter la vitesse moyenne et rendre les courses beaucoup plus spectaculaires à Francorchamps. And here he is, spinning up a fountain of water behind him. It's his first appearance at Francorchamps. Au milieu des années 50, on a commencé à installer des barrières de sécurité qui, dans un premier temps, étaient en béton, donc ça ne faisait pas beaucoup de différence avec une clôture normale. C'est à partir de 1958, suite à l'accident de Scott Brown, un peu avant la source, qu'on a mis des barrières Armco en acier. Donc il y en a eu à cet endroit-là, également dans le raidillon, à l'intérieur, et dans d'autres virages. Ce n'est qu'au début des années 70 qu'on a commencé à couvrir la totalité du circuit, à ceinturer totalement le circuit avec des barrières de sécurité. Mais le problème, c'est qu'il y avait des accès pour les riverains et c'était très très compliqué. Donc le changement du circuit a été également motivé par le fait qu'il y avait beaucoup trop de riverains, donc ça devenait très compliqué. 5, 4, 3, 2, 1, partez messieurs. At Rydiyong, Fangio is in the lead in front of Castellotti and Moss in third place. And then the field. Then Hawthorne, Trentignon, Neres, Pediza, Rosier and Moser. Francorchamps, pour moi, c'est bien sûr des grands moments de bonheur, mais aussi des souvenirs très douloureux et sans aller plus profondément, en tous les cas, ce sont des cicatrices qui ne se cicatrisent jamais. Mais au-delà de ça, c'est des histoires d'hommes, c'est des histoires de jeunesse, c'est des histoires d'un pilote qui avance dans le temps, sur lequel on fait des choses étonnantes. C'est la prise de risque librement consentie. On passe les combles, Burnanville, Masta, Stavelot, qui sont... Masta se fait avec un proto-Ferrari on sort de Masta à 307 km/h. Si mes souvenirs sont bons, aux essais,
je tourne à 263 de moyenne. Je veux dire, je crois que c'est d'ailleurs le circuit routier, toujours aujourd'hui, le plus rapide. J'allais avec M. Borgers, qui était directeur de course, et je pouvais aller dans les paddocks. Et aux essais, j'ai vu les pilotes devant moi, Mike Spence avec son casque orange, la BRM. J'ai vu Stewart, j'ai vu Clark, j'ai vu les vrais, John Surtees. Et alors, l'année suivante, j'ai été de nouveau avec M. Borgers et il m'a laissé dans les paddocks pour l'arrivée, pour ne pas être dans les stands. Et Dan Gurney a gagné et il est venu devant moi. Il s'est arrêté, il est sorti de sa bagnole, j'étais comme ça. Et j'ai vu un type qui m'a tapé dans la tronche. Il m'a fait rêver tout de suite. C'était un gladiateur des temps modernes. Il a enlevé son casque, il avait un foulard, il avait la trace de ses lunettes. On voyait qu'il s'était battu et il avait gagné le Grand Prix, un des seuls Grands Prix que l'Eagle Westlake avait gagné. Donc ça a été un déclic pour moi. Et donc j'ai vu ce circuit. Je passais sur le circuit de temps en temps avec mon père ou des amis, mais comme ça, puisque c'était une route ouverte. Et après ça, j'ai eu la chance de connaître le grand circuit. C'était avec des voitures d'époque, hein, des voitures groupe 1, groupe 2, mais ça allait vraiment vite. C'était vraiment impressionnant. C'est là que tu te dis, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de faire pilote ? C'est peut-être dangereux, quoi. Voilà, donc le grand circuit était vraiment impressionnant parce que quand on passait la ligne d'arrivée, on était content d'avoir fait le tour, mais on était triste de devoir faire un tour. Parce qu'on savait qu'on allait passer dans Burnanville, qui était un long virage qui n'en finissait pas avec des bosses. On arrivait dans Masta 10 fois trop vite. Et on passait Masta comme les autres. On arrivait dans le grand virage de Stavelot. Inimaginable, la voiture qui se délestait à... Même une Toyota Celica, c'était à 200, tu vois, et on était en contrôle. Et puis toute l'ancienne portion qui revenait au clubhouse, c'était tout à fond jusqu'à la source. Quand on arrivait à Burnanville, par exemple, il y avait toute la montée pour se préparer à ce qu'allait être cet endroit particulièrement délicat. C'est-à-dire c'est une courbe qui passe à peu près à 300 km/h et qui passait, et j'en étais convaincu, à fond. Mais on n'y arrivait jamais. Donc on arrivait à Burnanville, on avait progressivement augmenté la vitesse de passage et on arrivait tout d'un coup à une certitude, c'est que le tour d'après, on allait pouvoir passer à fond. Et passer à fond une courbe qui commande une grande ligne droite, ça fait des secondes au tour. Si vous soulagez, ben vous ne les récupérez jamais, les tours que vous avez perdus. Et quand on arrivait à Burnanville, le tour d'après, avec la conviction que c'était possible de passer à fond, le cerveau disait à votre pied, ne bouge plus, reste à fond. Et le pied faisait un bras d'honneur et il se levait. Et après, on arrivait à Stavelot, et puis après à Malmedy, et puis après au Combe. Et chaque virage, c'était la même chose. On commençait à avoir la certitude, en s'approchant progressivement de la limite, que ça allait pouvoir passer à fond. La voiture en dérive à plus de 300, et vous y arriviez, et votre pied ne voulait pas obéir. Et il se levait, et il fallait recommencer. À l'époque, il n'y avait que ça. Donc, on roulait, on savait qu'il y avait beaucoup de dangers, que les virages étaient très rapides, et que malheureusement, il n'y avait pas de rails sur toute la longueur du circuit. Moi, je parle de 69, ma première participation, et où j'ai vu malheureusement le pauvre Léon Dernier se tuer devant moi dans le S de Massa, la sortie dans un poteau, et la voiture enroulait autour, donc il n'y avait aucune chance qu'on s'en sorte si on avait ce genre d'accident. Et donc, c'est vrai que chaque année, on se demandait qui ne serait pas là le lendemain. Au briefing, moi je regardais, je dis lequel ne sera pas là. On se disait toujours ce ne sera pas moi. Mais bon, il y avait quand même ce risque. Avec parfois une année sur deux, je crois il n'y a pas de mort. Et une année, il y avait 3 morts sur une course. Donc c'est un peu débile quand on dit ça aux jeunes d'aujourd'hui. Ils disent, mais t'es fou. Mais je dis, mais il n'y a pas d'autre moyen, sinon tu ne roulais pas. C'était comme ça, apprendre ou à laisser, quoi.
Et donc on était un peu fataliste, ça, je dois le reconnaître. Ce que je retiens surtout, c'était qu'en fait, on plongeait dans la nuit. C'est-à-dire qu'on passait devant les stands, il y avait un peu de lumière, et puis on était parti dans la nuit noire pour longtemps, parce que c'était quand même très très long. Et alors, quand on repassait devant les stands, c'était un petit peu comme si on rebranchait un petit peu la vie, on sentait un peu moins seul. Mais vraiment, à chaque fois, on avait presque l'impression de dire, pourvu qu'il y ait encore quelqu'un qui ait de la lumière, parce qu'on a l'impression d'être tout seul. Le reste, évidemment, il fallait composer. J'ai roulé ces années-là avec des voitures qui étaient à la fois au début plutôt lentes, parce que j'ai roulé ça avec une Alfa Romeo la première année, mais par la suite j'ai roulé avec des voitures où on était en tête et des choses comme ça. Donc il fallait quand même assez bien gérer le circuit parce que la différence de vitesse était fort importante à l'époque. Et c'était plus marquant que maintenant. Die Devise der letzten Stunden, überleben, nichts mehr riskieren, ankommen. C'était complètement déraisonnable. Mais bon, c'était le circuit de Francorchamps avec toute son histoire, avec tout son vécu, avec tous ses drames aussi, tous ses succès, ses bons moments. Donc, mais on arrive à la fin, c'est sûr. Je dirais les voitures allaient de plus en plus vite. Ils devenaient, de par le fait que les voitures allaient plus vite, de plus en plus vite, de moins en moins sûrs aussi. Il n'était déjà pas très sécurisé. Et puis il était impossible de le sécuriser à 100%, comme le circuit actuellement. Donc, c'était quelque chose à modifier, ça a été fait, c'est super. L'élément déclencheur a été l'accident de Stewart au Grand Prix 66, où là, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour les pilotes. On avait déjà pensé aux spectateurs sur tous les circuits après l'accident du Mans, mais là, c'était vraiment important d'améliorer la sécurité des pilotes. C'était urgent. En plus, au niveau des services de secours, c'était la catastrophe à l'époque. Le miracle du centenaire, c'est indiscutablement l'alignement des étoiles et indiscutablement aussi celui du timing. C'est clair pour moi que si Guy Matteau n'avait pas été ministre des Travaux publics, s'il n'y avait pas eu Gilbert Mottard, gouverneur de la province de Liège, et s'il n'y avait pas eu Léon Sven, qui était quand même, avec l'Automobile Club de Spa, la cheville ouvrière du circuit, il n'y aurait pas eu de nouveau circuit à Francorchamps, et on parlerait de Francorchamps comme on parle de Rouen et d'autres circuits automobiles. Oui, le miracle, c'est ça, c'est que ces trois hommes-là se sont retrouvés et ont décidé, surtout Gilbert Mottard et Guy Matteau, ministre des Travaux publics, de refaire le circuit, de faire la jonction que vous connaissez aujourd'hui et qui est devenue celle de ce circuit fermé qui était inimaginable à l'époque. Et donc ça, c'est rendre à César ce qui appartient à César. S'il n'avait pas été là, on ne serait pas là aujourd'hui à parler du centenaire, ça me semble tout à fait évident. Sincèrement, je pense qu'il n'est, à mes yeux, en tous les cas, pas dénaturé, parce que dénaturer un circuit, c'est en faire un circuit plat, avec à perte de vue des dégagements en tous sens. Non, je pense qu'on a respecté le circuit tel qu'il était, mais on s'est surtout adapté à une autre vie et à une autre manière de courir, avec certes toujours des gens libres qui choisissent d'y aller, qui savent que le sport automobile et la vitesse, c'est un sport qui comporte des risques et qui accepte aussi la fatalité. Donc, je pense que tout est bien, c'est le plus beau circuit du monde. Je crois qu'on est quasiment, on pourrait mettre le Nürburgring aussi, mais c'est un circuit mythique et il a traversé le temps avec un énorme succès. On peut vraiment féliciter les Belges parce que
D'abord, il bénéficie d'un endroit fabuleux, c'est avec beaucoup de relief, c'est dans les montagnes, dans les collines. C'était le grand attrait du grand circuit de Spa, c'est qu'on partait dans les collines avec des montées, des descentes. Ils ont tenu compte de ce relief particulier pour créer un circuit moderne, beaucoup moins rapide évidemment, mais qui conserve quand même ses caractéristiques d'être très rapide, d'avoir des grandes courbes très rapides, pas tout à fait à fond ou presque, qui posent énormément de problèmes aux pilotes. Alors évidemment, la moyenne autour est bien inférieure à ce qu'elle était sur le grand circuit, parce qu'il y a moins de lignes droites entre les virages, mais ça reste un circuit qui est resté un circuit vraiment fabuleux sur le plan de la conduite. Le fait qu'il a vraiment un relief naturel qui est rarement égalé, à part au Nürburgring, mais sinon maintenant quasiment tous les circuits sont très plats, un petit peu au Mugello, on monte un peu et on descend, mais globalement c'est quand même toujours assez plat, alors qu'ici c'est pas du tout le cas. On a quand même le mythique Raidillon, qui reste un virage fantastique que je préférais précédemment à celui qui est là maintenant. Je trouvais qu'il était plus challenging que celui qu'on a maintenant. Et puis je trouve qu'ils ont gardé à la fois des virages très rapides, hein, double gauche, Blanchimont, et à la fois des épingles un peu moins sexy, comme la petite épingle qui se trouve avant à l'endroit des stands. Heureusement qu'il reste des tracés comme Francorchamps avec du caractère. Il y a d'autres circuits que je ne citerai pas qui malheureusement sont devenus beaucoup trop aseptisés avec la loi du temps. Et heureusement, ce circuit demeure très fort. Demandez à tous les pilotes actuels ou anciens ce qu'ils pensent du circuit de Francorchamps. Ils vous regarderont tous avec des étoiles dans les yeux en disant que peut-être qu'avec Suzuka, Francorchamps est le plus beau circuit du monde. Ce n'est pas un qualificatif qui est usurpé. Les anciens et les très anciens ont connu un autre Raidillon, hein, avec un angle de virage qui faisait que c'était vraiment un virage où on devait descendre un rapport, mais ça passait quand même très vite, mais rien à voir avec maintenant. Mais la seule différence, c'est que l'endroit de la sortie de route changeait. Au lieu de sortir en haut à droite après le gauche, ici on sortait dans le droite. Et on était dans le rail ou dans les pneus, au pied de la tribune qui existait avant. Voilà, mais c'est l'endroit de sortie individuel qui change. Par contre, c'est un virage très important. Le problème, c'est que c'est un virage qui faisait de la peine aux gens qui le passaient mal parce qu'ils payaient dans la montée des combes leur mauvais passage en Raidillon, ou bien le manque de puissance de leur voiture, ou bien leur mauvais pilotage à cet endroit-là. Celui-ci, maintenant, il pardonne plus. C'est-à-dire qu'on perd moins de temps. On va perdre quand même 1 ou 2 secondes quand on va arriver au combe par rapport à un adversaire direct qui sera mieux passé. Par contre, l'ancien, on perdait 10 secondes. Si on était mauvais et on garde les 10 secondes après. Voilà, donc redessiner le virage, revenir un peu à l'ancien temps, ce serait aussi le sécuriser. Il n'y a pas eu un gros changement, si ce n'est que la courbe a été un petit peu diminuée. Les voitures peuvent passer maintenant à fond tous les tours sans problème. Donc pour les fins, c'est même plus un virage, ça passe à fond quoi qu'il arrive. Et en cas de pépin, comme quand il pleut, comme quand il y a des conditions un peu difficiles, c'est devenu très dangereux de par le fait qu'il n'y a plus vraiment de trajectoire, il n'y a plus vraiment d'échappatoire non plus. Quand on fait une petite erreur, on termine dans le mur quoi qu'il arrive. Donc c'est quelque chose qui doit être recalculé, refait, réétudié et mis au goût du jour. Ça passe par un peu de
à mon avis, ça passe par une petite modification du tracé. Quand je vois le tracé, le Raidillon dans les années 80, on est passé presque aussi vite que maintenant, mais la trajectoire est fondamentalement différente. À savoir que les voitures s'inscrivaient dans le Raidillon au début de Raidillon et puis montaient la côte pratiquement tout droit, alors que maintenant c'est une courbe qui va, on ne sait pas très bien où elle va en fait, parce qu'elle est un petit peu aveugle et que ça continue à tourner jusqu'en haut, par le fait que l'entrée décide moins de la sortie. Donc à mon avis le problème est là. Ça dit qu'à partir du moment où c'est fond absolu, il n'y a plus de pilotage. Donc un pilote payant, comme il y en a en Formule 1, et pas très doué, comme les grands champions, ben, il sait que ça passe à fond, donc ça passe à fond. Il voit la télémétrie, il regarde comment son coéquipier, s'il freine, etc., 10 mètres plus tard, il peut s'y adapter, arriver à faire pareil. Donc le sport a évolué naturellement, mais le Raidillon, à fond, c'est trop vite. Hein, moi je me rappelle quand il y avait encore les Formule 1 du temps de Schumacher, ils passaient à 330. Je ne sais pas s'ils sont à 330 maintenant, mais ils n'en sont pas loin, quoi, hein, avec les 1000 chevaux. Mais ça n'est plus du pilotage. Par contre, il y a le danger au-dessus. Si une voiture un peu peinte sort et qu'elle revient sur la piste, on l'a vu malheureusement avec des morts. Le pauvre Antoine Hubert est décédé à cause de ça. Donc je pense qu'il faut, et on est tous d'accord, là on en parle avec les autres pilotes, simplement déplacer la corde du droit dans la montée de 2 mètres et les choses changent totalement. Et là, on verrait du temps où nous roulions, ben, on tapait une vitesse sur le pont et ben, on attaquait le Raidillon, mais on ne passait pas à fond. Aujourd'hui, les GT3 passent à fond. Donc ça n'est plus du pilotage et il vaut mieux un peu raccourcir, enfin le rendre un peu moins rapide et il y aura de nouveau du pilotage. Pour moi, ça fait de nombreuses années que j'essaye de changer un petit détail sur le Raidillon qui changera tout. Ça coûte pas cher et on peut même l'essayer. C'est très difficile d'avoir les bonnes personnes en face de soi pour pouvoir en discuter et voir s'il y a moyen de faire un petit changement ou l'autre qui va vraiment sécuriser le tracé. Parce que je sais que personne ne veut toucher au tracé, mais le tracé aujourd'hui est inadapté aux voitures d'aujourd'hui. Il est trop rapide. En Formule 1, entre le bas du Raidillon et le dessus du Raidillon, il y a 2 secondes, un peu plus. Donc forcément, s'il y a quelque chose au-dessus qu'on ne voit pas, à tous les coups, on n'a pas le temps de ralentir. Donc il faut essayer des petites choses, pas changer le caractère du virage, mais bon, j'ai des idées. Maintenant, les dégagements, ça ne va rien changer par rapport à ce qui se passe au-dessus et à la vitesse. Quand on voit que les Formule 1 passent à fond sous la pluie, ça n'a aucun sens. Parce que quand on est à fond, on ne sait pas si on est à ça de la limite ou à ça de la limite. Ça passe à fond. Donc quand on est trop près, eh bien, il arrive ce qui se passe, ce qu'on a vu avec Norris au qualif. C'était juste un peu trop. Normalement, ça passait le tour d'avant. Le tour d'après, c'est pas passé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment le côté du virage masqué qu'il faut un peu prendre en compte. Surtout pas aplanir ou quoi que ce soit, il suffit simplement de ralentir légèrement le virage de la droite. Donc reculer légèrement la corde qui monte, la reculer d'1 mètre à 1,50 m, c'est suffisant. On sera en accélération au moment où on déleste et à ce moment-là, les voitures, tous ceux qui ont peur ou qui ratent leur virage, au moment où ils voient qu'ils ont raté leur virage, ils lâchent le pied. Mais ils lâchent le pied au moment où ça déleste. Et à tous les coups, les voitures sortent au-dessus. Si on ralentit comme avant, légèrement, un tout petit peu, ça ne fera pas la différence pour le public. Les voitures seront plus spectaculaires, les voitures vont tourner plus, ce sera plus incurvé sur le côté droit. Et s'il y a la moindre chose, déjà elles seront un peu plus lentes puisqu'il aura dû freiner un petit peu. Et en plus, on sera en accélération au moment où ça déleste. Et il n'y aura plus de sortie au-dessus du Raidillon. Il faut vivre avec son temps. De toute manière, qui n'avance pas recule, comme on dit.
On va dire qu'au cours de son existence, Francorchamps a évolué par paliers. On se rappelle en 2006-2007 des gros travaux qu'il y avait déjà eu avec notamment la nouvelle chicane et ce qu'on appelle dans le jargon le paquebot, donc j'entends les nouveaux bâtiments de la Pitte-les-Neffins. Ce sont des travaux qui sont inévitables pour progresser parce que si Francorchamps n'avait pas évolué ces dernières années, je pense que malheureusement, avec évidemment tout le charme qu'il possède, il serait tombé en désuétude et des grands championnats internationaux l'auraient déserté. Je pense qu'on s'adapte aux évolutions, principalement on ne le dénature pas. Je ne pense pas qu'on touche régulièrement à la piste. Les abords, je peux comprendre, mais il y a aussi plein de personnes qui se plaignent qu'il n'y a plus d'accueil pour les spectateurs. Donc on est en train de faire des travaux qui vont servir aussi à accueillir le public. Donc on va retrouver une tribune au-dessus du raidillon, on va retrouver une nouvelle tribune en face des anciens box d'endurance. Mais tout ça fait qu'il faut s'adapter aux nouvelles réglementations également. Donc les travaux sur la piste, ce serait une rénovation, je vais dire un surfaçage. Et pour le reste, c'est surtout pour accueillir les spectateurs, les sociétés avec des nouvelles mezzanines et tout ce qui s'ensuit. On a tous peur de toucher, c'est pas propre à Francorchamps, hein, à toucher aux natures des circuits même, des virages, etc., qui sont fantastiques. Nous, les pilotes, on adore les virages rapides et longs virages, ou des enchaînements très rapides. Et le circuit de Francorchamps, on a beaucoup, donc on a tous peur justement de ces ralentissements et autres. Mais je crois qu'ici, on est plus au niveau des infrastructures extérieures. Et c'est vrai que parfois ça choque un peu de voir une tribune qui pousse, un chalet qu'on abat ou autre. Ça fait effectivement partie des souvenirs, mais bon, voilà, le circuit d'aujourd'hui sera le souvenir de nos petits-enfants plus tard. Donc il faut vivre avec son temps aussi. J'espère que les autorités politiques, puisque la Wallonie est quand même fort impliquée dans le circuit de Francorchamps, pourra donner les autorisations de poursuivre. Et je pense que malgré tout, ne fût-ce que l'historique, c'est quand même fantastique de voir ces voitures d'il y a 30, 40, 50 ans et plus. C'est un patrimoine, c'est un musée littéralement sur roue, donc je pense que ça doit continuer et que je pense que la région wallonne doit aider dans ce sens. Naturellement, si les écolos prennent le pouvoir, les choses pourraient être différentes, mais il faut quand même garder une industrie. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent à ce niveau-là et que tous ces gens, si on leur supprime, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et il faut quand même qu'il y ait une continuité. Et bon, il y aura une évolution, ça c'est inévitable, mais je pense que Francorchamps a un tel passé, et les 100 ans le prouvent, que ça ne peut pas s'arrêter. Et donc, je pense que dans 20 ans, je ne serai plus là, mais il y aura encore des courses automobiles et j'espère qu'il y aura encore un peu de bruit. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas. Je pense que des courses automobiles, il y en aura toujours. Sans doute que la technologie va évoluer, sans doute qu'on aura des voitures qui seront sans doute plus silencieuses. Mais je pense que le principe de maîtriser un véhicule, une voiture sur un circuit, je pense que ça restera, et j'espère vraiment que ça restera, parce que c'est une grande partie de plaisir. Il suffit de voir tous les karting indoor avec tous les jeunes qui sont toujours passionnés. Et moi qui ai connu quand même pas mal d'années, je vois qu'il y a du renouvellement en permanence. On a des jeunes qui veulent. Peut-être qu'au niveau de l'audience du public, le sport automobile est un peu moins mythique et un peu moins dans les mœurs par rapport aux années où nous roulions. Mais il y a toujours une catégorie de gens qui sont amateurs et qui le resteront et qui, j'espère, profiteront encore de ce beau circuit. Le sport automobile, l'automobile en général, est en train de prendre un coup de vieux.
Mais elle s'en est souvent remise hein, et j'espère qu'elle s'en remettra aussi. Laissons les mauvaises décisions se planter et revenons à du concret. Mais ce n'est pas nécessaire ce qui se passe. La vision du pilote automobile qui fait rêver ou de la voiture prend un peu un coup dans l'aile pour l'instant. Et c'était tellement bien quand les jeunes venaient voir les pilotes et qu'il y avait du respect, du rêve quand ils voyaient leur voiture. Au début, on avait des moyens de transport qui étaient le cheval. Et puis aujourd'hui, il y a des manèges où on fait sa passion dans les manèges, on se balade. Mais je parle à très long terme, hein, parce que j'espère que ce ne sera pas demain. Mais je pense que les circuits vont devenir un petit peu ce que les manèges sont devenus, où on va pouvoir s'amuser vraiment avec des voitures performantes. Et la voiture de tous les jours va forcément changer. Il faut évoluer avec son temps. Maintenant, il faut prendre des bonnes décisions et s'entourer de personnes qui savent de quoi ils parlent, parce que c'est vrai qu'il y a certaines incompétences dans certaines décisions. Mais bon, ça, c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire, je n'en suis pas capable. Mais donc l'avenir des circuits, je le vois plus comme un côté de loisir, mais je ne pense pas que ça va s'arrêter. Hein. Il y a tellement de passionnés, ça reste un sport fabuleux. Enfin, en tout cas, moi j'adore. Il faut aussi la place pour tout le monde, pour les passionnés, pour ceux qui veulent juste s'amuser ou ceux qui veulent faire des courses, parce que ça doit rester un sport. On a besoin d'une fédération du sport automobile. Est-ce que la course automobile aura encore une place là-dedans? En tous les cas, les efforts des pouvoirs sportifs sont faits pour, à savoir, on fait des voitures hybrides, on pense à faire des courses de voitures électriques et ainsi de suite. En finale, ce sera le spectateur et le passionné d'automobile qui décidera de l'existence de la prolongation à travers le temps, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que dans la finale, c'est la passion des gens qui vous entourent qui font que l'automobile existe, qu'il y ait des organisateurs, des pilotes et des marques de voitures et des écuries. C'est vous, le public, qui avez les clés en main de cela. Et bien entendu, les pouvoirs publics aussi, en fonction de l'évolution de notre société.